Salut l'équipe, après le top 5 des équipes qu'on attend le plus pour la prochaine saison NBA, on passe au top 5 des joueurs Erwan. On est en plein milieu de l'été là. Et j'espère que je suis dedans. Et il y aura peut-être le comeback d'Erwan Abotchouet, maybe, le Victor Oladipo de la NBA sur 23. Sur un poste de choix, bon défenseur, dans le collectif, faut mettre dedans ouvert. Attention, la ligne de fond, la Rudy Fernandez. Eh oui, quel plaisir. À la Luis Fernandez par contre, ligne de fond. On rentre de Paris-Plage, Erwan, et on est content de parler NBA. On est ravis. Qu'est-ce qu'on aime ces étés-là. Tout à fait. On attend l'équipe de France bouillant. L'Eurobasket commence dans quelques semaines. On sera en direct. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout au long de l'été, mais je vous le dis maintenant. Le 25 août, nous serons là pour une grosse preview. La compétition commence le 27 et se finira le 14 septembre du côté de Riga en Lettonie. On espère être sur place. Il n'y a pas de réseau. Voilà. Le rendez-vous est pris pour l'équipe de France. On va parler de français. On va commencer par ça parce que tu me dis, il y a un grand absent quand même avec l'équipe de France, Erwan. Et c'est Victor. Et oui, parce que chaque année, on est obligé de dire que le mec qu'on attend le plus, c'est Victor Wembanyama. Et pour cause, il est le leader aujourd'hui de la délégation française en NBA et il sort d'une saison 2 à la fois frustrante pour la fin mais aussi réussie par rapport à ses performances sur le terrain. 36 matchs manqués, la trombeuse veineuse qui l'a écarté des terrains. Il a dit il y a quelques semaines là, au mois de juillet que ça y est, c'était de l'histoire ancienne, il n'y avait plus rien à dire là-dessus. Première sélection All-Star Game, meilleur contrat de la saison en volume, favori pour être le Deep il allait gagner ça pour la première fois de sa carrière. Ce sera pour l'année prochaine, on lui souhaite. Et donc de retour pour le training camp avec cette équipe des Spurs. Erwan, elle est frustrante cette année 2. Quand on apprend la thrombose veineuse de Victor et on sait qu'on nous dit que c'est une fin de saison, pour lui, ça nous coupe les jambes. Complet. On s'en souvient, on était là au studio, on imaginait les Spurs aller au moins en play-in, on imaginait Victor au All-Star Game, il l'a fait d'ailleurs. Non, c'est juste après l'All-Star Game. Juste après l'All-Star Game, pardon. Oui, parce qu'il l'a fait. Il était fatigué, tu sais, pendant le week-end. En fait, sur l'All-Star Game, il était tellement nul à chier avec des équipes comme ça que ça m'est sorti de la tête. Autant pour moi, mais à culpa. Mais Victor avait mis tu te souviens, il était à fond et tout. Voilà. On avait tellement de... On avait envie de le voir découvrir la post-season et en fait tout ça s'est arrêté net. En plus évidemment il y avait en fond l'équipe de France. On se disait oula, s'il finit pas la saison NBA, ça m'étonnait qu'il soit avec l'équipe de France. Bingo. Donc on a envie de retrouver Victor parce que on est resté sur notre fin sur cette deuxième partie de saison parce que son début de saison, il est monumental. En stats, en performance, il reste le meilleur contreur de la saison alors qu'il a raté à la moitié de la saison. Et puis son équipe là progresse malgré tout. Il y a eu Stephen Castle qui est rookie de l'année. Il y a des jeunes qui continuent à progresser. L'arrivée, tu l'as dit, de De'Aaron Fox. Moi, cette équipe-là, la draft de Dylan Harper, moi, j'ai envie de revoir donc Victor, chef de file de tout ça, leader, patron, que ça soit au scoring, en défense de partout. J'ai envie de voir Victor qui rentre dans ce cercle. Pour moi, il l'est depuis longtemps, depuis quelques temps, mais peut-être là officiellement qu'il n'y ait plus de débat, du top 5 des joueurs de NBA. Il faut qu'il s'en rapproche un petit peu. On a vu ces stats, je vais les prendre, s'il te plaît, Tom, si tu peux nous les remettre, parce que c'est des stats quand même, c'est dingue d'avoir un Français à ce niveau-là. Plus de 24 points, 11 rebonds, 3,7 passes, 47% au tir, 3,8 blocs par match. Il y a beaucoup de choses à raconter dans ça, parce qu'Erwan parlait de ses performances, et comme ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu Victor jouer, c'était en février, donc ça fait 6 mois que le mec est sur le côté. On sait qu'il a repris le 5-5, etc., etc. Tu te souviens, on était très frustrés en début de saison dernière, parce qu'il a décidé de remodeler son jeu en tirant beaucoup à 3 points. Et il y a eu des moments où on se disait, mais pourquoi il va dans ce sens-là ? On avait envie qu'il soit le fameux go-to-move, là. On a envie qu'il ait un Lamarcus Aldridge move, là. Il a la tac-tac-tac à mi-distance et qu'il en tire comme ça 5, 6, 7, 8. Il ne prend pas cette direction-là, pour l'instant. Ce qui est étonnant avec lui, c'est que d'une année à l'autre, il est capable de complètement changer son jeu en fonction de ses envies et ce qu'il considère avec les Spurs du plus efficace. Moi, ma grande interrogation, c'est quelle forme de Victor, saison 3, on va voir en NBA. Aujourd'hui, c'est difficile de se projeter, mais j'ai envie, toi, que tu me dises ce que tu as envie de voir de lui. C'est vrai que l'année dernière, alors il est revenu très fatigué des jeux, donc il a eu un début de saison où il a un petit peu pioché, et quand on pioche au basket, peu importe le niveau, la facilité c'est de tirer à 3 points. Après lui, son joueur favori, son exemple à suivre, c'est pas Lamarcus Aldridge, c'est Kevin Durant. Eh oui. Donc quelque part, il est inspiré par ça aussi. Il y a eu des excès, mais je pense que quand on se cherche, quand on veut trouver on sait que c'est un obsédé de la perfection, il veut trouver le basket qui lui convient le mieux, dans lequel il se sent le mieux, dans lequel il domine le mieux. Donc il est encore dans cette recherche-là, Victor. Mais son inspiration, c'est un ailier. Donc ça prendra plus de temps que si son inspiration, c'est Lamarcus Aldridge, sans faire offense à Lamarcus Aldridge, qui est un attaquant de très, très haut niveau. Donc c'est un petit peu la réflexion et l'explication que j'ai pu avoir en préparant cette émission-là. Maintenant, il va falloir
il pourra jamais faire non plus fi du fait qu'il fasse 2m20, qu'il soit très dominant, que c'est un mec qui a un post-up game de très haut niveau et que c'est un mec qui va passer sur la ligne des lancers francs. Il peut dire ce qu'il veut, il peut croire que KD très bien, il sait le faire, il est capable de le faire. Maintenant, moi, ce que j'aimerais de Victor, c'est que sa palette qui est déjà très large, il puisse vraiment la mettre chaque soir en place. Vraiment, sur moi, les post-up moves depuis les Mets, on se souvient, ses feintes de tir, être capable d'aller chercher. Dès qu'il a un contre 1, il marque. Voilà. C'est ça la vérité. Mais vraiment, en NBA ou n'importe où, en 1 contre 1 pur. Donc forcément, ça va provoquer quelque chose dans le jeu, une prise à deux, il est fort, que ça donne. C'est un très bon passeur, donc quand il est doublé, le spin, ligne de fond, il va très vite. Et puis à mi-distance, il est incontrable. Enfin, il a tellement de choses à mettre que plutôt, par moment, shooter 8, 9, 10 fois à 3 points sur 5-6 matchs d'affilée. Tiens, regarde, je vais donner les stats. Sa première année en tant que rookie, il tirait 5,5 fois à 3 points. L'année dernière, il était à 8,8. En réalité, il a marqué 3 et donc il était à 35% à 3 points, 32% en tant que rookie. Son nombre de lancers francs a baissé en tentative. Il est passé de 5,2 à 4,1 en passant de 79% à 83%. Donc c'est un très bon shooter de lancer franc. Il va continuer à progresser, j'en ai aucun doute. Et t'as raison, on a envie, on rêve que Victor tire l'année prochaine 6 lancers francs, 7 lancers francs. Shai, il en tire 10 par match. Sans dire qu'il fera ça parce que c'est les ailiers et tout. Et ça lui vaut des moqueries d'ailleurs à notre ami. Mais au moins, il est champion. Mais par contre, il finit à 32 points par match. Champion surtout. Voilà. Ouais, il finit surtout MVP. Et puis surtout, je pense que sur cette année 3, alors les Spurs, ils sont encore dans leur début de projet. Il y a un changement de coach, on va en parler aussi. Mais l'année prochaine, les Spurs, alors on disait dans une autre vidéo, l'Enix c'est finale quasiment ou rien. NBA, bon, c'est un peu beaucoup, mais ok. En tout cas, l'objectif final, les Spurs, il faut qu'ils fassent un grand minima un play-in. Ah, mais c'est l'objectif avoué. Un grand minima un play-in et qui se qualifie pour les playoffs par le play-in. Il doit découvrir la post-season. Mais on l'avait dit l'année dernière, mais là, ils ont tous les joueurs, ils ont l'effectif, ils ont le groupe, là, le noyau qu'on aime beaucoup, les Sohan, les Vassell, Johnson, tous ces mecs-là qu'on aime bien, Harrison Barnes, les mecs qui étaient l'année dernière. Ont un vécu collectif là qui doivent leur permettre d'aller en playoff. Ce serait un vrai chèque. Et l'arrivée de D'Aaron Fox, avec les rookies qui arrivent, Stephen Castle, il y a des questions. Hein. Mais Dylan Harper, on l'a vu en Summer League, on voit que c'est un bête de joueur. Oui, le petit Carter Bryant, la poste 3, défenseur avion, c'est des mecs qui vont avoir des minutes au sein de cet effectif-là. Donc, ils se doivent de bien commencer. C'est important de pas se mettre dans la mouise là, avec un début de saison un petit peu cata. Ils doivent être à l'équilibre à Noël et rêver de playoff ensuite. Il me semble que tout le monde est en forme. Que cet été, Victor ne vient pas en bleu justement pour se concentrer complètement sur son retour donc à la compétition avec les Spurs. Moi, j'attends énormément de Victor et des Spurs sur ce début de saison. Vraiment. Moi, l'année dernière, ça m'a trop coupé la chic, ça fait partie du jeu. Mais là, vraiment, j'ai envie de voir ces Spurs en play-in. On attend maintenant de Victor de le voir en play-off. La dernière fois, on l'a vu en play-off. Victor, c'était avec les Mets 92 et on s'était régalé. Donc, j'ai envie de... Il a fait une finale. Mais il a fait finale. Donc là, on va pas le dire qu'il a jusqu'en finale. Mais en tout cas, il attaque déjà sa 3e saison NBA. C'est déjà sa 3e saison NBA et à la fin de cette saison-là, il sera éligible d'ailleurs à une extension. Oui, on parle déjà de 300 millions de dollars pour Victor. Dans un article, dans une interview de l'équipe au mois de juillet, il a quand même parlé de beaucoup de trucs. Il y a un truc qui m'a passionné et il a raison, mais c'est là qu'on voit que la NBA c'est un autre game, c'est que comme il n'a pas joué pendant 6 mois, là, il n'imaginait pas pouvoir jouer l'Eurobasket, c'est-à-dire reprendre le basket et faire du 5-5 assez rapidement, parce qu'en termes de repères, il parle des repères visuels, et aussi en termes de mémoire, comment il appelait ça déjà, de mémoire physique en fait, son corps doit se réhabituer à jouer au 5-5. C'est là qu'on voit que les mecs ils sont dans des strates juste on connaît pas en fait. Ouais, mais tu vois, Mathias Le Sort avait pris l'inverse, lui. On se souvient qu'il est revenu pour le Final Four. Il a joué le Final Four. Ça lui a coûté cher parce que derrière, il a pas pu faire les playoffs grecs. Et là, on voit qu'il est pas l'Eurobasket. Il est forfait pour l'équipe de France aussi. Donc, c'est aussi une différence de mindset. Mais on sait que la sagesse fait partie aussi tout le temps des choix de Victor. On sait qu'il adore le jeu, il adore le terrain. Mais là, on voit encore une fois dans cette interview avec Maxime Aubin. Tout à fait. C'est la sagesse de Victor de pas complètement se griller. Il s'est aussi pas mal aéré la tête cet été. Donc, je pense qu'il va revenir. L'année dernière, il sortait d'un été 100% basket avec l'équipe de France. Là, il va revenir. Il s'est quand même bien aéré la tête avec des pensées très moins de Shaolin. Donc, je suis curieux aussi de voir cette coupure-là, parce qu'on sait que les athlètes de niveau, tu dis sous qu'à un moment donné, le basket. Donc, avec une vraie coupure par rapport au basket,
de comment il va revenir sur les terrains, parce qu'on attend énormément de victoires. En fait, c'est très simple, on attend de victoires qui détruisent la Ligue, point barre. Peut-être pas l'année prochaine, mais en tout cas qui nous montrent déjà que des prémices de ça. On est d'accord. Pour parler de Mitch Johnson, eh bien, ce sera lors des previews avant la saison. On discutera bien sûr des choix, il y aura le training camp, il y aura la pré-saison pour parler de ces Spurs, mais on était obligé de débuter le top 5 des joueurs qu'on attend le plus avec Victor Wembanyama. Je te propose de partir à Boston, Erwan, puisque vous le savez, les Celtics ont changé de propriétaire et donc changé de stratégie. Ils ont viré pratiquement tout le monde au sein de l'effectif. Les champions 2024, ils ont été désossés comme une voiture dans l'Order Foire. Enfin, c'est un avion même. Un avion dans l'Order Foire. Bien vu, belle ref. On aime le cinoche. Et donc, forcément, il y a un gars qu'on va attendre, puisque Jalen Tatum s'est fait le tendon d'Achille. C'est Jaylen Brown. Pour la première fois de sa vie, Erwan, il va être le numéro 1 sans aucun doute. Regardez, Tatum out. Donc, c'est le tendon d'Achille. Nouveau numéro 1 de l'équipe, MVP des finales et MVP des finales de conf aussi, on s'en souvient. Les 304 millions de dollars sur 5 ans, il avait signé l'été derrière. Brad Stevens a dit il est prêt. Oui, bon, heureusement qu'il dit pas. T'imagines, je suis pas convaincu. Brad Stevens, ok. Alors, c'est déjà arrivé, ouais, ça. C'est déjà arrivé. Jaylen Brown, du coup, sans Jason Tatum, vous en pensez quoi? Pas ouf, pas convaincu. Faudrait qu'on fasse une vidéo un jour sur la différence entre tendon d'Achille et talon d'Achille. Mais on travaille pas avec des mecs qui soient dans le basket. Après, quand tu finis pas ton cursus, que tu payes pas l'école, en même temps. Le tendon, il s'est fait une rupture du tendon d'Achille. Le talon d'Achille, c'est la pomme de pied, quoi, qu'on pourrait l'appeler. C'est surtout la mythologie. Aussi, bien sûr. Bah non, mais surtout. Pac, hop, voilà, Achille. La flèche, hop, dans le tendon, terminé la tri. Il détruit tout le monde dans un film, et il prend une vulgaire flèche dans un talon, du coup. Tout à fait. Tout ça pour Paris, bravo. Donc, la belle Hélène. Ça va être archi intéressant de voir Jaylen Brown dans ce rôle-là. Lui qui, à part de sa saison rookie, mais c'était pas encore le joueur qu'il est, et depuis qu'il est associé à Jason Tatum, toujours qui numéro 1, mais Tatum c'est d'abord un numéro 1, mais pourtant il a été MVP des finales de conférence, MVP des finales. Donc là, il va avoir une autoroute un petit peu pour prendre le leadership total de cette équipe-là qu'il n'a jamais eu quasiment depuis sa année rookie. Ça va être très intéressant de le voir. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de secret pour savoir que les deux ne sont pas spécialement potes. C'est une collègues. C'est une relation de travail, exactement. Ça marche aussi, comme Aaron et moi. Qui se passe plutôt bien d'ailleurs, parce qu'ils ont été... tu m'as perturbé. Parce qu'ils ont été champions NBA, mais ça va être intéressant de voir Jaylen Brown. Je suis très curieux de le voir et je ne serais pas surpris de le voir monter beaucoup plus haut que ce qu'on a l'habitude de voir en termes de points marqués. Alors, avant de parler rapidement de l'effectif des Celtics qui a beaucoup bougé, je vous le disais tout à l'heure, d'après toi, il a les épaules pour être le leader des Celtics et donc aller chercher un avantage du terrain, parce que tu es les Celtics. Non. Oh. Alors, avantage du terrain, c'est une bonne question. Je suis allé peut-être un peu vite. Alors, vas-y, de top 6, tu préfères. Non, pas champion, mais là, on parle de saison régulière. Tatum, il va revenir, hein. Il est pas mort. Hein. Qui a dit champion? Non, mais merci, il va revenir en février, Tatum. Oui, et encore dans 2026, on verra. Je sais pas. Cas, on verra. Non, je le vois vraiment un petit peu. Alors, tiens, j'aime bien cet exemple-là, avec ce qu'avait fait Penny Hardaway quand Shaq s'était blessé avec le Magic. Alors, il était un petit peu plus jeune, on le découvrait un petit peu plus, Penny, on le connaît un peu plus, Jaylen Brown, on l'a vu faire des matchs à 60, on l'a vu mettre des grands cartons. Je crois qu'il attend que ça, et je crois que c'est un mec qui a envie, c'est un autre leader que Jason Tatum, qui montre les choses de manière assez différente. Je suis très curieux de le voir comme ça, mais je vois en tout cas un mec qui va continuer à être un grand compétiteur, qui va vouloir certainement gagner des matchs, voire peut-être même plus, c'est un grand moment en disant, attends, moi, là, je suis numéro 1, il y a plus de Tatum. Moi, je vous dis, les gars, il y a intérêt à ce qu'on gagne des matchs. Moi, je les vois faire un bon top 5, Boston. Moi, je suis plutôt d'accord. Avant le retour du Jason Tatum. En fait, là, quand tu disais Penny Hardaway comme exemple, ça m'a fait penser à des petits flashs, là. Donc, si vous en avez d'autres, vous me dites dans les commentaires. Ça m'a fait penser à un truc très récent. Houston Rockets l'année dernière. Sengun se pète. Jalen Green, pas du tout le même projet, pas le même âge et tout. Hop! Je suis capable d'eux. Bon. Conforté dans sa franchise derrière. Voilà, hop. Transféré. Ça m'a fait penser à un autre truc, là, un peu plus... C'était il y a plus de 10 ans maintenant, à OKC. Il y a une année où Westbrook se pète... Non, c'est l'inverse. Il y a une année où KD se pète, Westbrook, et tout d'un coup, on sent qu'en fait, c'est un joueur exceptionnel. Pas qu'on le sache pas avant, mais en tout cas, en numéro 1, était capable d'assurer. Puis l'année 2013-2014, KD est MVP parce que Westbrook est pété une grosse partie de la saison. Et donc il devient MVP. Et pas qu'on ne sache pas non plus, mais en tout cas, les mecs step up et sont meilleurs. Ils étaient tous plus jeunes, là, les exemples. J'en ai pas d'autres comme ça qui me viennent, mais ils étaient tous plus jeunes. On peut peut-être parler des Lakers aussi avec Kobe qui prend le pouvoir vis-à-vis de Shaq qui est jamais très en forme en début de saison. Voilà, pour aller un petit peu plus loin. Jaylen Brown, il a 29 ans. C'est une star, une superstar.
J'ai aucun doute, on regarde ses stats, j'ai aucun doute qu'il soit le leader de cette équipe, au scoring, dans l'impression visuelle, tu vois, dans les plays, il aura plus de plays, etc. Est-ce que c'est un assez bon leader pour finir top 4 ? Ça, c'est une question, c'est un vrai point d'interrogation. C'est passionnant. Et ça va être toute la curiosité de cette saison-là des Celtics, c'est de voir en fait, lui qui, sans le dire, mais qui le montre, en tout cas, qui a toujours eu cette espèce de chape de plomb entre leurs relations à eux, en disant, attends, c'est moi le numéro 1, et c'est vrai que quand il met ses titres de MVP sur la table des finales et des finales de conf, on a du mal à dire, non, en fait, c'est pas toi, c'est Jason Tatum. On peut réouvrir le débat 40 fois. Là, il sera tout seul. Donc, moi, je suis très curieux. Je vais regarder quasiment tous les 10-15 premiers matchs des Celtics pour voir l'attitude de Jaylen Brown, lui-même, mais aussi avec ses coéquipiers. Il y a tout pour que ça capote aussi. Ah bon ? Il n'y a pas un monde où j'imagine que ça se passe mal. Tu sais, il y a 2 ans, c'était l'année dernière, quand il y a eu la rumeur de Jaylen Brown aux Rockets. Non, c'était il y a 2 ans, c'est avant qu'il soit champion. Il y a la rumeur, je me disais, mais moi, il va aux Rockets, pour moi, ça a eu l'option 1, il a tout ce qu'il faut, etc. Mais je l'ai dit pour Klay Thompson, j'ai même dit pour Jordan Poole. Donc en fait, tout est possible. Je me dis, maintenant qu'on y est, il y a aussi moyen que ça se passe pas hyper bien pour lui. Que pour moi, finalement, c'est un joueur surpris, c'est un joueur beaucoup trop en phase des deux côtés du terrain, c'est un fort attaquant. Je pense même que son pourcentage à 3 points, tu vois, va augmenter parce qu'il va moins forcer certaines choses. Ouais, mais il profitait des espaces de Tatum en première option, au playmaking et tout, tu vois. Il a de l'expérience. Oui, c'est vrai. Il est chez un mec qui a été champion en titre, MVP des finales, c'est pas rien. Donc concrètement, moi je trouve ça lui arrive au moment de sa carrière où en fait où il est prêt à ça. Je suis d'accord. Donc pour moi, je vois pas un échec possible. On fera une grosse preview des Celtics, mais je vous donne quand même rapidement l'effectif qui a beaucoup bougé. Vous savez qu'au moment où on enregistre, Al Horford, on ne sait pas s'il est aux Celtics, c'est pour ça que je vais pas le citer. Donc Tatum est forcément blessé. Derrick White a été dans beaucoup de rumeurs de transfert. Pour l'instant, il est là. Anthony Simons arrive. George Niang, Sam Hauser, lui est là. Peyton Pritchard soit là. Le petit Hugo Gonzalez, tout le monde l'adore, le petit espagnol là, qui vient de se faire drafter. Il y a qui encore ? Xavier Tillman, il est encore là non, qu'est-ce qu'il fait lui ? Il est encore là, je peux même pas parler de lui. Lucas Garza arrive. Qu'est-ce que je peux te dire ? Mon gars, la famille Jordan Wall, je suis obligé de le citer parce que c'est mon joueur préféré des Celtics. Bref, l'équipe est quand même beaucoup moins forte, ça c'est une évidence aussi. Ils ont fait un sacré choix. Hein. On descend... ils ont fait des économies, ça s'appelle. On descend en gamme, mais c'est vrai que la blessure de Jason Tatum, pour le coup, elle arrive au pire des moments, sachant que tu lâches Jrue Holiday. Alors je sais que ça fait beaucoup de mal aux supporters des Celtics et je peux le comprendre. Après, Jrue Holiday, avec les playoffs qu'il a fait, j'ai l'impression et ça n'enlève rien au joueur magnifique qu'il est, j'ai l'impression qu'il est un peu sur la fin aussi. Il a 35 ans, on le rappelle. L'avenir à Portland nous le dira. Voilà, il n'est pas dans le top 5 des joueurs qu'on attend le plus. Of course. Voilà. On avance sur un autre joueur, Erwan. On se garde LeBron en dernier si tu veux bien. C'est quand même, comme c'est peut-être sa dernière saison, on va le faire en dernier joueur de tout ça. On va faire simple et efficace. On a parlé avec le Thunder lors du top 5 des équipes qu'on attend le plus, mais il faut quand même qu'on dise un mot sur SGA pour un truc simple. Regardons, il a fait une saison juste historique, le mec. Champion NBA, MVP des finales, MVP de la saison régulière, meilleur scoreur avec 32,7 points. Il est évidemment All-Star, All-NBA First Team, et en plus il est beau gosse. Il n'y a rien à dire. Il est bien chaussé. Franchement, tout va bien dans le meilleur des mondes pour SGA. Question simple, Erwan. Est-ce qu'il est capable de refaire la même année l'année prochaine ? Ce qui est terrible, c'est que c'est quasiment impossible de faire mieux. Ah bah non, c'est impossible. Champion olympique, mais il n'y a pas de JO l'année prochaine. D'accord. Non, c'est impossible. Si, c'est possible. Il faut qu'il mette 35 points par match ou 33. Ah non, mais en stat, tu veux dire. Voilà. Mais c'est chipote. Mais sur les trophées, surtout, qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Rien. Et puis du All-Star, on s'en branle, c'est une fête foraine. Donc, il va crever 3 ballons, tu vois, et on va lui filer un canard, allez, on s'en bat les couilles. Mais donc, et c'est là toute la différence. C'est là. NBA First Team, mais bon. On va pas aller là-dedans. Au NBA, quoi, First Team ? Defensive Team. Ah, Defensive Team. Après, il est jeune encore et il a déjà tout gagné une fois. Maintenant, si tu veux te rapprocher des plus grands, et je reste persuadé que ce mec-là a cette ambition-là, même s'il est assez discret sur ses ambitions personnelles, il en parle assez peu, je trouve. Je pense que maintenant, si tu veux te rapprocher des grands, de Jordan, de Magic, de Bird, de LeBron, de Jordan, de Kobe, eh ben maintenant, c'est répéter ces exploits-là. Et aujourd'hui, il a quoi ? Il a que 26 ans. Il est en face d'une porte en disant voilà, est-ce que t'es Harden, Durant, Westbrook, ces mecs-là qui ont été MVP qu'une fois sans être champion. Alors toi, t'as été champion aussi, mais bref, est-ce que t'appartiens à ces gars-là ? Ou est-ce qu'en fait, si l'année prochaine tu refais la même chose, en fait directement tu ouvres la porte des légendes. Mais en fait c'est simple maintenant, et ça a marché pour Luka pour sa première finale, on en avait parlé sur Legacy. SGA maintenant, son but c'est de se rapprocher du top 10 all-time. Ouais. Donc se rapprocher de Kobe, de Steph, de Hakim. Alors ça prendra du temps, c'est pas en une saison. Non, mais tu écris ton histoire. Voilà, elle est en route l'histoire. Il y a des mecs qui ont été MVP plusieurs fois. Quand on fait le top 10, on adore faire ça all-time de tous les temps. Et tous les mecs, ils ont gagné plusieurs fois, ils ont été MVP plusieurs fois.
Donc il est là le prochain step pour lui. Et donc l'année prochaine, je vous pose la question, est-ce qu'il peut faire la même chose? Oui, mais est-ce qu'il va faire la même chose? Avec tous les mecs qui ont pris de l'oseille, etc., ils vont tous commencer à boire, on l'a vu dans les célébrations, ils ont tous pris un verre. J'espère qu'ils vont pas devenir dépendants avec ça. Hein. Tu te rappelles, Erwan, un verre par jour égale l'alcoolisme. Je rappelle quand même à tous les gens qui nous regardent. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. 32,7 points, 6,4 passes, 5 rebonds, 51% au tir, 1,7 steals. En tout cas, avec sa saison, la grande question qu'on s'est tous posée, c'est est-ce que c'est le meilleur joueur du monde? D'ailleurs, la question lui a été posée. Il a dit, bah en même temps... Là, si je me dis pas que je suis le meilleur joueur du monde. Non, mais lui. Mais non, mais bien sûr. Mais il a raison de le dire. Il a tout gagné, le mec. Toute l'année dernière, l'un des grands arguments qu'on a eu sur la course entre SGA et Jokic était le meilleur joueur de la saison, c'est SGA, le meilleur joueur du monde, c'est Jokic. Ouais, mais une fois que t'es champion, on peut aussi dire que SGA est le meilleur joueur du monde. Mais non, mais c'est. Voilà. Bon, après, honnêtement, c'est des considérations. Gars, c'est pour nous. Oui, mais c'est le meilleur débat. Mais oui. On a créé First Team justement pour avoir ce débat. Mais après, il y a des gens, ils sont t'as l'impression. C'est pas avec eux qu'il faut parler. Ah ouais. On parle c'est entre pour ça que je réponds pas. Tout à fait. Donc si Erwan ne vous répond pas en DM, on aime les deux joueurs, Jokic ou SGA. Ça se trouve qu'aucun des deux l'année prochaine n'aura le MVP. Donc ça veut dire qu'il y a un mec qui aurait émergé. Pourquoi pas un Français? Bon, il a eu 27 ans, Erwan, le 12 juillet. Voilà, je te le dis. 12 juillet 98. Tu me rends compte qu'il est né le jour de la France-Brésil? Non mais attends, c'est incroyable. Il est né le jour de France-Brésil 98, le mec. Le 12 juillet, c'est pas France-Brésil. Ah oui, 98, pardon. Oui, bien sûr, oui. Il a fini la Coupe du Monde. Mais oui. Je crois que tu parlais de 2006 où j'étais à la rue. 2007. Non, il est né. Attends, mais c'est incroyable ça. Putain, je kiffe encore plus la vie de ma mère. Faudra lui dire un jour. En interview, ce sera un bon truc à faire. Bon, on enchaîne sur un autre mec. On arrive à la fin, Erwan. Tac. Le numéro 1 de draft avant d'aller. On commence par le plus jeune et on finira par le plus vieux. Cooper Flagg est très attendu. Évidemment parce que il est super fort, on l'a vu à la Summer League, parce qu'il a tout raflé en tant qu'amateur, entre guillemets, même si maintenant on gagne de l'oseille, hein. National Player of the Year NCAA, le freshman de l'année évidemment, les 42 points, on s'en souvient avec Duke, c'était incroyable. Il va être associé à Kyrie qui sera sur le retour, Anthony Davis aussi, les Mavs ont tout pour être champion et on en parlera plus tard, mais parle-moi de Cooper Flagg, quelles sont tes attentes dans une NBA qui est saturée médiatiquement, il y a toujours un nouveau QB qui arrive. C'est pas simple, parce que quand des joueurs comme ça arrivent draftés numéro 1, comme Zion avait été drafté numéro 1, ils arrivent dans des équipes où, vas-y gros, c'est chez toi. Victor aussi, hein. Victor aussi, vas-y, c'est chez toi, fais ce que t'as envie, et on verra après qui on met à côté de toi. Mais t'inquiète, c'est chez toi. Là, c'est pas le cas. Les Mavericks, l'année prochaine, je pense qu'ils veulent finir dans le top 4, ils veulent à minima aller en demi-finale de conf, et quand ils seront au complet, on va regarder le roster avec Kyrie, on va se dire, oula, mais attends, peut-être qu'on peut, parce que Kyrie, Clay, Anthony Davis, Daniel Gafford, Derek Lively, oui. D'Angelo Russell, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y en a d'autres encore? Oui, il y a le poste 3. PJ Washington, et donc Cooper Flagg. Monsieur Drapeau, il est là. Donc au bout d'un moment, cette équipe-là, on va pas dire, ouais, c'est la première année de Cooper Flagg. Non, les autres, ils sont pas là pour ça. Donc, c'est assez rare pour un numéro 1 de draft d'arriver comme ça. Certains vont peut-être me parler d'autres mecs dans une autre époque de draft, mais d'arriver dans une équipe qui va être très vite comme ça, compétitive, qui veut en tout cas être compétitive. Donc quelle place on va lui faire? Sur un poste 4, j'imagine. Donc on sait qu'Anthony Davis a souvent gueulé pour dire qu'il veut être poste 4, mais on est tous convaincus, la terre entière, qu'il est meilleur en poste 5. Est-ce que là, finalement, avec l'arrivée de Cooper Flagg, il va se dire... On va pouvoir jouer à 2. Là... Ils ont encore Lively et Gafford. Ils vont peut-être bouger aussi. Je pense quand même qu'ils devraient le faire jouer 3 et Anthony Davis 4. Moi, ça va me poser. Alors là, s'il joue 3, ça risque de. Moi, je ne suis pas convaincu par le faire jouer poste 3. On l'a vu en Summer League prendre des grosses pressions balle en main et perdre certains ballons. Est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à être un poste 3 initiateur en NBA avec des grosses pressions défensives NBA? Moi, je pense que c'est un vrai poste 4 moderne. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Donc, il y a beaucoup de questions autour de lui, parce que quelque part, pour écrire sa legacy, il va vouloir aussi être rookie de l'année. Mais pour être rookie de l'année, il faut mettre des points, il faut avoir des ballons. Mais Anthony Davis, il en veut des ballons. Il va lui en falloir. Klay Thompson, il va avoir des sorties d'écran. Ouais, quand Kyrie va revenir, il va jouer des boules. Il y a plein de questions que j'ai autour de Cooper Flagg, donc j'ai pas les réponses aujourd'hui. Moi, je l'avais dit il y a quelques temps, je ressens un petit peu de déception qu'il arrive aux Mavs, pas contre Dallas et tout ça, c'est juste que moi, j'ai envie que ces gars-là qui ont un très fort potentiel et qui sont déjà très forts à 19 ans, carte blanche. Ben oui, au moins qu'on se fasse des kiffs et on commence à les juger. Là, alors l'avantage, c'est qu'il est équipé, le gars. Il a tout, c'est un winner, c'est vraiment les mecs plug and play aussi n'importe où, vu comme il est fort, il est déjà à droite, c'est un super défenseur. J'ai peu de crainte sur le fait qu'il soit
dominant pour un rookie dès ses premiers pas en NBA. Maintenant, oui, t'as raison. S'il joue comme ça, est-ce qu'il y aura vraiment du spacing? Est-ce que l'attaque de Jason Kidd va dérouler, ou est-ce qu'il va galérer? Donc ça va être le premier à en souffrir. Il y a tout pour, tu sais, on n'est pas bien. Cooper, va t'asseoir sur le banc. On va remettre PJ Washington, qui est aussi un poste 4 moderne, mais qu'on verra peut-être jouer poste 3. Tu sais, il y a beaucoup de questions comme ça. De toute façon, là aujourd'hui, l'effectif, il est un peu trop fourni. Il y a trop de mecs qui ont les mêmes. Moi, au bout d'un moment. Au moment où on tourne, encore une fois, ils n'ont pas bougé. Voilà. Et je crois que ils l'auront peut-être fait au moment donné où on sort de la vidéo, mais il va falloir lui faire de la place à Cooper Flag. À terme. Pas la première année. Moi, tu sais ma théorie, quand il y a eu le trade de Luka, j'ai dit regardez l'effectif, dans 2 ans, il y a. Je vais pas dire de nom, mais il y a 3-4 mecs qui seront plus là. Et des mecs importants. Il y a tout pour ce truc-là, avec les blessures, je sais pas, les méformes et tout. Il y a la plupart des gars qui sont dans le 5 majeur qui soient évacués pour Cooper Flag, par exemple. Tu sais qu'aujourd'hui, les franchises, ils ont besoin un petit peu de choyer un petit peu leur futur star. C'est vrai. Si l'autre, la première année, tu lui dis, viens t'asseoir un peu, mais t'inquiète. Non, mais Anthony Davis, il va jouer 4, on va te mettre 3, même si t'es pas à l'aise. Au bout d'un moment, l'autre, il va dire, vous m'avez gonflé, et on sait comment ça peut se passer. Il va pas demander son trait non plus, tout ça. Non, mais il était parfaitement accueilli. Il peut y avoir de la friture sur la... Oui, mais c'est toujours pareil. Quand t'arrives, tu sors de l'avion, on fait des grands bisous et tout. Si tu perds 4-5 matchs d'affilée, que tu joues 3, que tu fais 3 matchs en dessous des 10 points parce que t'as pas assez la balle ou que t'es maladroit parce que t'es mal utilisé, tu vas commencer à t'énerver. Il y a de quoi. Bon, Cooper Flag, en tout cas, est évidemment le joueur à suivre parmi les rookies. Clairement, moi je le vois, il doit être rookie de l'année. Et pour qu'il soit rookie de l'année, il faudra qu'il ait des ballons et qu'il joue à son poste. Tout à fait. On enchaîne encore parce que il y a un dernier gars dont il faut qu'on parle. On a parlé des Lakers dans les équipes à suivre, mais donc ça devrait être la dernière saison de LeBron en NBA. La 23e saison, c'est la première fois de l'histoire qu'il y a un joueur qui fait ça. Il est toujours ultra dominant. C'est l'un des meilleurs sur son poste. C'est un des mecs les plus fiable aussi en termes de matchs joués dans une NBA où tout le monde rate des matchs. On le voit, on le sent que dans les fins de match de playoff, il n'est plus le LeBron d'avant, mais en même temps, à 40 piges, c'est bien normal. Ce qui est dingue au moment où on parle toujours, c'est qu'il est convoité par pas mal d'équipes, dont les Mavs qui rêvent de le récupérer. Il va devoir partager le trône avec Luka. Quand je dis partager, c'est surtout le laisser un petit peu, toujours un petit peu plus être balle en main. Ils n'ont pas gagné de match de playoff, de tour de playoff depuis 2 ans. Il a 41 ans en décembre. Bref, c'est sûrement sa dernière saison, Erwan. Il faut en profiter, c'est ce qu'on dit toujours. Je ne jure de rien, mais c'est possiblement sa dernière saison. C'est Savannah qui l'a dit, il a dit stop. En tout cas, chaque fois qu'il va commencer une saison, il faut se dire aujourd'hui que c'est la dernière. Maintenant, moi, le fait qu'il soit plus numéro 1, qu'il lâche le lead à Luka, je trouve que c'est la meilleure des nouvelles, en fait. Parce que si à 41 ans, on lui demandait d'être encore le numéro 1 et de tout décanter, on serait frustré parce qu'il ne peut plus le faire aussi bien. Il ne peut plus le faire aussi bien qu'avant. Par contre, Luka, maintenant, va tellement s'occuper de plein de choses et que lui, dans ce rôle de vrai numéro 2 assumé de la part des Lakers et même de la part de LeBron, je trouve que ça peut être archi intéressant. Jouer sur des espaces, sur des attaques de close-out à l'opposé. On sait que maintenant, en plus, il a quand même un tir assez fiable à 3 points. Ça peut être un vrai casse-tête. Et LeBron est quand même un QI et quand même assez intelligent pour se dire que s'il veut se faire une dernière saison et aller le plus loin possible en play-off, c'est parce que Luka, justement, va être le numéro 1 et lui va être son numéro 2. Mais il n'y aura pas de honte à ça, personne ne va le reprocher. C'était déjà le cas, franchement, assez naturellement. Oui, on l'a peu vu, finalement, l'échantillon. Sur les 3 mois, tu veux dire. Mais déjà, sur 3 mois, on a bien vu qu'il a laissé Luka jouer son jeu. On l'a peu vu après. Un peu trop parfois, d'ailleurs. Après, l'effectif était bancal, donc ils ont dû composer. Tout ça était très bancal. Là, pour moi, ils vont repartir sur la même ligne de départ que tout le monde, avec Luka qui va être ce numéro 1 et LeBron en numéro 2. Mais vas-y, tu vas faire des aides sur Luka. Et en fait, le mec, il va skipper la balle et en fait, il va falloir aller défendre sur le LeBron avec du retard sur les close-out. Bon courage, les gars. Erwan, ta tech sur LeBron. Est-ce qu'il finit sa carrière aux Lakers? J'aimerais bien. Oui. Tu penses qu'il va finir? Oui, je pense. Je crois que tout nous rallie à Cleveland. Je pense qu'il va finir à Cleveland. Vraiment, bien sûr, vous savez qu'il a prolongé, il a pris ses 53 millions de dollars là, et ça a fait beaucoup parler. Bon, moi j'étais d'avis, et nous on était d'avis à dire il prend un peu moins d'argent, etc. Mais en fait, même s'il prend 25 millions en moins, ça ouvre des perspectives à 4, 5, 10 millions pour les Lakers. C'est pas non plus énorme. Et évidemment, entre milliardaires, on se fait pas de cadeaux. Moi, je sais pas si ce sera par un trade. Je sais pas si c'est l'année prochaine, dernière année, tu sais, à la Tom Brady, genre j'arrête Savannah et puis au dernier moment, paf, il repart et elle divorce, parce que c'est quand même ce qui s'est passé avec Gisèle. Enfin, Savannah, c'est pas un ancien mannequin, donc c'est une vraie. Ils sont ensemble depuis le lycée et tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une vie de mannequin. La traîtrise d'un homme, Erwan. La traîtrise d'un homme. Elle lui a dit j'arrête. Il lui a dit j'arrête. Il a dit j'arrête. Il est reparti, le mec.
En même temps, Voilà, si LeBron fait les mêmes coups, ça va elle a bien. trouvé de quoi s'occuper. Bien sûr, c'est avec son coach sportif, l'attaque, elle est partie avec, ils sont mariés et tout depuis, tout va bien pour Gisèle. Et Tom Brady aussi, vous avez vu que son but apparemment cet été, c'était de lancer des ballons. Ouais, c'est l'été, on est en roue libre. Bref, ok, tu penses qu'il va rester alors? C'est plus ta tech, tu vois. Est-ce que tu as la sensation qu'il va rester ou il peut partir? Surtout pas Cleveland. Quand je vois dans le projet de Cleveland, ça veut dire qu'il viendrait pour un salaire minimum là-bas. Dans ton idée, oui, voilà, c'est la seule solution. L'année prochaine, oui, dans l'année prochaine, mais dans le projet actuel de Cleveland, ce qu'ils veulent mettre en place. Un petit trade avec Jarrett Allen, Darius Garland, tranquille. On va voir si ça se fait avec DeAndre Ayton, sinon ça va faire doublon. Ah oui, ça va faire doublon, ça c'est clair. Bon, en tout cas, voilà. Je vous ai pas dit les 4 équipes qui étaient intéressées. Je crois qu'il y avait les Warriors. Parce qu'ils rêvent, vous savez, hein, ils rêvent de jouer ensemble, Steph, Lejboul Green et LeBron. Ils ont gagné les JO ensemble. Eh oui, la photo est belle, là, c'est bon, vas-y, passe à autre chose. Mais bon, ils en rêvent encore. Qu'est-ce que j'avais vu encore? Attends, j'avais vu les Celtics. Non, qu'est-ce que j'ai vu encore? Dallas, il y avait. Dallas. Ah, je sais plus, frère. Les Warriors, Cleveland, il m'en manque une. C'est déjà pas Il mal. m'en manque une, je sais plus laquelle c'est. Bah, c'est pas grave, si tu l'as, Tom, tu n'hésites pas à me le dire pour LeBron James. Et franchement, si vous êtes fan de LeBron, etc., vous nous dites où vous avez envie qu'il finisse avec les Lakers. Les Clippers, bien sûr. Comme ça, il déménage pas, le mec. Les Clippers. Voilà, en tout cas, c'est 4 équipes qui ont appelé Rich Paul pour lui dire, frérot, s'il y a moyen de moyenner, on arrive et on récupère LeBron pour une dernière danse, pour vendre des maillots. Ça a quand même plus de gueule de finir aux Lakers, je trouve. Bah, je pense aussi. Il y a que Cleveland pour lequel il y aurait une histoire un peu sympa et tout. Je te rappelle que Scottie Pippen est revenu à Chicago à la fin. Pour jouer en catimini. Ok, d'accord. Mais c'est vrai. Il a signé dans sa dernière équipe. C'est un exemple comme un autre. Les mots me manquent. Voilà. Allez, on se laisse là-dessus en pensant à Scottie Pippen qui va très bien. Sa relation va très bien avec Michael Jordan. En tout cas, vraiment superbe. En même temps, quand ton ex-femme elle est à 2 doigts de se marier avec le fils de ton pote ou ton pote, je sais pas, forcément il peut y avoir des problèmes. Ça voilà. Pour l'instant, non, ça va pas arriver. Ça risque pas d'arriver. C'est pas arrivé. Sinon, il y a une sacrée écart d'âge et tout. Oh la vache, ça fait beaucoup. Hein. J'ai 35 ans, Erwan, non? Parce que c'est que dans ce sens-là, je le dis direct. Un moment d'égarement. Très bon film, super, bravo. Ah, Cluzet, il était pas content avec Vincent Pas Cassel. content, tu vois. Tu vois, pas content. Comment lui reprocher? Putain, le goût, elle a 17 ans aussi. Oh là là, ils sont fous. Très bon film à voir pour nos fans de films français. Et un film d'été, ça se passe à la plage. En plus. Donc évidemment. nous, on va retourner à Paris-Plage pour mettre les pieds dans le sable, se baigner dans la Seine, parce qu'apparemment c'est possible maintenant, et avoir des furoncles. Voilà, on se laisse là-dessus, Erwan. Et puis on se revoit dans quelques jours. Il y a plein de vidéos, il y a des entretiens, il y a des double teams, il y a et surtout l'équipe de France qui arrive dans quelques semaines. Merci à tous. On se retrouve sur les réseaux de First Team comme d'hab.